Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce samedi. Les dernières images de la libération des otages du Ponant. Les membres d'équipage feront escale à Djibouti avant de regagner Paris et leurs familles lundi. Les pirates seront jugés en France. Après cet épisode, François Fillon réclame une force maritime internationale sous mandat de l'ONU. Des rassemblements aujourd'hui un peu partout en France contre les franchises médicales. Plusieurs associations qui trouvent cette mesure injuste, appelées à déposer symboliquement devant les préfectures des boîtes de médicaments vides. Combien payez-vous votre baguette? Les écarts de prix sont aujourd'hui importants en haut chez les artisans. Elle est 3 fois moins chère dans les grandes surfaces seulement. La qualité est-elle au rendez-vous? C'est la question qu'on saute ce samedi. Le poète martiniquais Aimé Césaire est toujours hospitalisé à Fort-de-France. Son état de santé s'est aggravé ces derniers jours. Âgé de 94 ans, il est désormais dans un état préoccupant. Enfin du cinéma avec comme invité 2 stars américaines. George Clooney vous propose son 3e film en tant que réalisateur. Il a choisi Renée Zellweger comme partenaire. Jeu de dupes est une comédie romantique, une rupture pour Monsieur Clooney qui nous avait habitués à des films engagés. Interview à suivre à la fin de ce journal. Et ils sont donc en route pour Djibouti à bord du navire français la Jeanne d'Arc, en tout cas pour les 28 d'entre eux, puisque 2 membres d'équipage du Ponant sont retournés à bord afin de ramener leur bateau à bon port. Ils ont donc vécu 7 jours aux mains de pirates somaliens avant de revenir sur le souhait de la France de voir la communauté internationale réagir face à ces actes de piraterie. Voici les dernières images de ces hommes et de ces femmes qui ont retrouvé la liberté au terme d'une intervention épique. Bernard Lebrun, Philippe Jasselin. Bienvenue sur la Jeanne, le navire-école porte-hélicoptère Jeanne d'Arc. Dès hier, l'équipage du Ponant a été transféré de la frégate Jean Bart à ce navire, qui par le plus grand des hasards remontait l'océan Indien de la Réunion à Djibouti. Les conditions de vie à bord sont ici plus confortables et la Jeanne possède une installation médicale réputée. 28 des ex-otages sont à bord, dont 20 Français, 6 Philippins, une Ukrainienne et un Camerounais. Tous semblent en bonne forme, mais ne parlent pas à la caméra. Pendant ce temps, sur le Ponant, ce voilier de luxe de 88 mètres, 2 membres d'équipage, ex-otages, se sont portés volontaires pour convoyer le bateau jusqu'à Djibouti, avec cette fois l'escorte imposante et rassurante de l'aviso commandant Bouan de la Marine nationale. Outre son succès, ce qui impressionne dans cette affaire, c'est l'ampleur des moyens militaires mis en œuvre par la France, ainsi que la volonté de montrer son action en la filmant. La scène se déroule hier matin au large des côtes somaliennes, mais c'est sur terre que les commandos français poursuivent les pirates. Le tout en images, après avoir localisé sur une route côtière leur véhicule d'un hélicoptère. Un tireur d'élite atteint le moteur et stoppe ce 4x4. 6 des preneurs d'otages s'en échappent, puis sont rattrapés par des commandos marines débarqués de 2 autres hélicoptères. Selon l'armée française, sauf un pirate blessé au pied, l'opération ne fait pas de victimes. Bilan, la moitié des pirates est arrêtée et une partie de la rançon d'environ 2 millions de dollars est récupérée. Quant au récit des 7 jours de détention des otages qui voguent sur la Jeanne vers Djibouti, il faudra attendre lundi. Oui, les ex-otages n'ont pas encore retrouvé leur famille. Ils sont donc à bord d'un navire de la marine française, direction Djibouti. Alors, où en sont-ils ce soir? On retrouve sur place Claude Sampère. À l'heure actuelle, les otages se trouvent toujours à plusieurs centaines de kilomètres de Djibouti en pleine mer. Ils sont à bord de 2 navires français, la frégate anti-aérienne Jean Bart et la Jeanne d'Arc. Dès lundi, ils devraient arriver ici, sur cette base aérienne, la BA 188. Ils devraient arriver en hélicoptère. Leur transit à Djibouti ne durera que quelques heures et dès lundi soir, ils seront à Paris avec leur famille. Leur voilier, le Ponant, est lui aussi en train d'être raccompagné sur Djibouti. On a placé à son bord un capitaine de remplacement avec un équipage restreint et sont bien évidemment accompagnés d'une très forte escorte. D'heure en heure, on en sait un peu plus sur le déroulement de cette prise d'otage. Il semble que dès le départ, les pirates ont été complètement dépassés par les événements. Ils avaient apparemment pris un poisson un peu trop gros pour eux et très vite, ils ne souhaitaient qu'une chose, s'en débarrasser au plus vite. En tout cas, sur cette base, je peux vous dire que tous les soldats affichent un très grand sourire. Tout le monde se félicite de cette très belle opération de sauvetage et tout le monde espère bien évidemment qu'à l'avenir, cela découragera un peu l'ardeur des pirates dans la région.
Image signée Philippe Jasselin. Je vous le disais, la France entend prendre la tête de la mobilisation contre ce type d'actes de piraterie qui se multiplient depuis quelques années. Pour cela, le Premier ministre, depuis le Japon, en a appelé à l'ONU et souhaite qu'elle mette en place une force internationale. On écoute François Fillon. Je crois que c'est une des toutes premières fois qu'une opération militaire est engagée dans cette région contre des actes de piraterie. C'est la détermination du président de la République qui l'a permis, c'est la capacité de nos forces armées qui l'a rendu possible. Et nous allons prolonger cette opération par une initiative internationale et nous allons demander que, sous mandat de l'ONU, une force internationale à laquelle, naturellement, la France est prête à participer, puisse œuvrer à la sécurité du transit maritime dans cette région du monde. Dans l'actualité de ce samedi, la mobilisation une nouvelle fois contre les franchises médicales. Plusieurs associations de malades cette fois manifester leur mécontentement en déposant symboliquement des boîtes de médicaments devant les préfectures de plusieurs villes de France, comme sur ces images à Paris et à Perpignan. Je vous rappelle que ces franchises sont en place depuis le 1er janvier. Elles ont été fixées à 50 centimes d'euros pour chaque boîte de médicaments. Idem pour tous les actes paramédicaux. Le montant est de 2 euros en revanche pour le transport médical. De petites sommes qui, en s'accumulant, peuvent dans certains cas avoisiner les 100 euros par an. C'est le cas pour cette mère de famille de Valenciennes. Reportage Yves Ginca et Delphine Parek-Miller. Nathalie Viplier est diabétique. Une affection de longue durée prise en charge à 100% par la Sécu, mais qui n'est pas exonérée de franchise. Cette maladie exige une surveillance constante et des consultations médicales fréquentes, en moyenne 3 par mois pour Nathalie, et à chaque fois elle paye 1 euro de sa poche, une somme censée la responsabiliser. C'est pas l'euro qui va m'aider à gérer ma maladie, à être responsable. On est bien d'accord? C'est pas possible. C'est au contraire, moi je pense que c'est nous enlever de l'argent dont on aurait besoin pour acheter 1 kilo de légumes par exemple. Pour se soigner, Nathalie consomme une dizaine de médicaments. À chaque boîte, elle paye une franchise de 50 centimes. Au total, 6 à 7 euros par mois. Pour elle, c'est la limite maximum. Si la franchise augmentait, Nathalie pourrait ne plus suivre son traitement. J'espère ne pas en arriver à ça, parce qu'il y a les 3 enfants à la maison, c'est sûr que je ne vais pas les priver de leur morceau de viande pour pouvoir me payer mes médicaments. Je ne veux pas en arriver à ça. Nathalie, déjà, ne prend plus certains médicaments déremboursés. En arrêt de travail, elle vit avec le salaire de son mari, environ 1 500 euros mensuels, tout juste pour une famille de 5. Qui dit arrêt maladie dit diminution de revenus, et en plus on nous retire encore de l'argent sur nos moyens de soins. C'est pas possible. Au total, les franchises lui coûteront environ 90 euros cette année. Pour elle, c'est une injustice. C'est une punition supplémentaire, donc déjà la gestion de la maladie, plus le fait de devoir payer pour avoir le droit de se soigner, oui, on est puni. On est sanctionné doublement. Aujourd'hui, les franchises sont plafonnées à 100 euros par an, une maigre consolation pour les 3 millions de diabétiques français. Elle est depuis des années un symbole, une sorte d'étalon du prix de la vie en France. Je veux parler de la baguette. Et depuis quelque temps, elle augmente bien plus vite que l'inflation. Dans les boulangeries, elle coûte en moyenne 90 centimes d'euros. Seulement les grandes surfaces viennent désormais concurrencer les artisans en affichant des prix défiant toute concurrence. Mais la qualité est-elle la même? C'est la question conso du jour. Reportage près de Lille, Julien Dupéret et Dominique Masse. 30 centimes d'euros la baguette, et ce n'est même pas une promotion. Pour les clients de cet hypermarché de la métropole lilloise, le calcul est vite fait. C'est combien là? 30 centimes, et à la boulangerie c'est 70-75 centimes. Donc j'en ai 2 pour le prix d'une. Le pain qu'on achète en boulangerie, l'après-midi si vous voulez vous en servir un peu, que là il reste toujours bien. Donc voilà, c'est pour ça que j'en prends autant. Des prix donc et de la qualité. Pour 3 heures ça devrait être terminé ça. C'est bon? Ok, ça marche. Derrière son rayon, le boulanger veille au grain. Ici, pas de produits décongelés, le pain est pétri et cuit sur place, comme chez un artisan. C'est exactement identique à une boulangerie, bon, exactement. La même qualité. Exactement la même qualité. Et ça marche. 60 000 baguettes vendues par mois, sans compter les milliers de pains aux céréales, au fromage, aux légumes. L'hypermarché pense même baisser encore ses prix. Plus les volumes sont au rendez-vous et plus on peut effectivement, pourquoi pas peut-être encore un jour, baisser le prix de vente de la baguette. Baisser les prix, impossible, répondent les artisans. Voilà. 80 centimes. 80 centimes la baguette, c'est 50 centimes de plus qu'au supermarché.
Face à cet écart, ce boulanger répond hausse du prix du blé, du gaz et salaire. Les charges salariales approchent les 50%. Après, vous avez le coût de l'énergie, les investissements, et il reste souvent entre 10 et 12% pour le patron boulanger. Du coup, il n'exclut pas une nouvelle augmentation de ces prix dans les mois qui viennent. Les artisans le savent, malgré les hausses, 68% du pain vendu aux Français sort toujours de leur four. Une confortable avance sur la grande distribution. Des nouvelles maintenant du poète martiniquais Aimé Césaire. Je vous disais hier que la grande figure du mouvement anticolonial et du concept de la négritude avait été hospitalisé à Fort-de-France. Eh bien, son état de santé est désormais jugé préoccupant. Sur place à la Martinique, reportage Anne Poncinet, Dominique Bonnet. C'est dans cet hôpital, sur les hauteurs de Fort-de-France, qu'Aimé Césaire lutte entre la vie et la mort. Selon le dernier communiqué médical, son état est stable et préoccupant. Ce matin, sur le marché, ils étaient tous au courant. Depuis plusieurs semaines, leur ancien maire ne va pas bien et la situation s'est aggravée ces tout derniers jours. Le jour que j'ai entendu qu'il a été hospitalisé, le lendemain, j'ai eu peur d'écouter les nouvelles. Parce que je dis, oh là là, mon Dieu, s'il venait à partir, ce serait vraiment une catastrophe. On le considère comme mon grand-père. Après, c'est de la Martinique, c'est un grand politicien, c'est un grand poète, il a pas mal de choses. Ça fait très mal, hein, parce qu'il est certainement qu'on aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il est bien, il a fait beaucoup pour nous. Depuis quelque temps déjà, Aimé Césaire ne venait plus que rarement dans son bureau de l'ancien hôtel de ville, là où il officia pendant 56 ans. Une aventure partagée avec son adjoint de toujours, Pierre Aliquer, aujourd'hui 102 ans. Dans sa maison sur une colline de Fort-de-France, il attend des nouvelles de son ami et retrace son parcours. Il a transformé Fort-de-France. Nous avons transformé Fort-de-France. Et comme la plupart des communes ont suivi notre exemple, ça a changé le visage de la Martinique. Et au-delà du maire, les Martiniquais n'oublient pas que le poète Césaire, au message universel, est un des grands hommes que leur île a donné au monde. Aimé Césaire disait « Un écrivain écrit dans l'absolu, un homme politique travaille dans le relatif ». Pour les Martiniquais, il a toujours été les deux à la fois, et c'est pour cet homme aux multiples facettes qu'il s'inquiète aujourd'hui. L'actualité à l'étranger aujourd'hui en Irak, tout d'abord, les combats ont repris dans le faubourg de Sadr City à Bagdad où l'armée américaine affronte toujours les miliciens du chef radical chiite. Des affrontements qui ont fait 13 morts. Aujourd'hui, sachez que cette banlieue de la capitale irakienne, dont nous vous parlons souvent, compte tout de même près de 3 millions d'habitants. Dans ce quartier, comme dans d'autres de la capitale irakienne, la guerre touche de plein fouet les enfants, victimes directes ou indirectes. Ils seraient près de 2 millions affectés par ce conflit aujourd'hui. Ils sont orphelins ou abandonnés et certains tentent de s'organiser pour leur apporter un soutien. Mais vous allez comprendre qu'il faut souvent du temps avant de retrouver le dialogue. C'est le grand format de ce soir à Bagdad. Renaud Bernard, Alain Dubas. Ils se tiennent la main pour la dernière fois. Ce matin, Mohamed vient abandonner sa petite sœur Zara à l'orphelinat. Pas de jouets, pas de bagages, ils n'ont plus rien. Leur père est mort l'an dernier et leur mère est partie. Zara est handicapée depuis sa naissance. À 11 ans, elle n'est pas autonome. Mohamed a honte, mais il ne peut pas faire autrement. Il ne nous reste que ma grand-mère et elle est malade du cœur. Moi, je ne peux pas m'en occuper, je ne peux pas la garder. Zara est handicapée mentale et elle est anémique. Le diagnostic du pédiatre est sans appel. Le frère de la fillette est gêné. Vu ses jambes, Zara a probablement été battue. Tous les enfants qui arrivent chez nous sont comme ça, dans un très mauvais état. C'est la guerre et personne ne s'occupe d'eux. Depuis 5 ans, l'Irak se déchire. 90 000 Irakiens ont été tués. Combien d'enfants, combien d'orphelins? Avec ce que certains ont vécu, difficile de croire qu'ils arrivent encore à jouer. Mes parents ont été tués devant moi. Et depuis, j'ai vu tellement de gens mourir sous mes yeux. Quand ils arrivent ici, ils sont vraiment violents, hystériques. Ils se battent, ils cassent tout et petit à petit, ils se réconcilient avec la vie. Pourtant, tous les jours, il y a des miracles. Omar, le sunnite, et Meshwan, le chiite, appartiennent à deux groupes ennemis. Leurs parents ont été victimes de la guerre que se livrent les différentes communautés du pays et malgré tout, ils sont amis.
Nous deux, on a vécu les mêmes horreurs. Nos parents ont été tués, mais on n'a pas de raison de se détester, sinon on ne pourra pas vivre ensemble ici. Chiites ou sunnites, les enfants pris tous ensemble, c'est désormais leur seule famille. En Irak aujourd'hui, ils n'ont aucune chance d'être adoptés. Qu'ils aient vu des attentats, des combats, des meurtres, au moins 2 millions d'enfants irakiens ont directement été touchés par la violence. L'Espagne a un nouveau gouvernement à sa tête, le même homme, José Luis Zapatero, et dans sa composition, beaucoup de femmes, puisqu'elles sont pour la première fois majoritaires. Zapatero qui a prêté serment aujourd'hui devant le roi Juan Carlos, au palais de la Zarzuela, près de Madrid. De son côté, l'Italie vote demain avec à la clé le renouvellement d'une assemblée qui, on l'espère là-bas, pourra clairement désigner un chef de gouvernement. Les dernières enquêtes d'opinion donnent un léger avantage au chef de file de la droite, Silvio Berlusconi. Son concurrent direct à gauche s'appelle, vous le savez maintenant, Walter Veltroni. Alors qui est cet homme qui s'est affirmé comme maire de Rome? Élément de réponse ce soir avec Philippe Visserias et Karine Guillaume. Comme s'il voulait étreindre l'Italie tout entière. Un geste pour l'un, un petit mot pour l'autre, disponible, attentif, sans oublier les médias. Pendant 3 mois, Walter Veltroni a lancé une opération de charme pour séduire les électeurs. Il a sillonné les 110 provinces italiennes, s'invitant chaque jour dans une famille. Une campagne de proximité pour, dit-il, prendre le pouls du pays. C'est très important pour moi d'écouter, de rester un peu de temps avec des familles comme ça. Cette campagne, c'est le point d'orgue d'une carrière consacrée à la politique. Militant des jeunesses communistes dans les années 70, il vit de l'intérieur les grandes crises de la gauche italienne. Mais Walter Veltroni ne s'est jamais laissé enfermer dans un dogme. Maire de Rome, il reçoit Benoît XVI avec tous les honneurs. Humaniste, on le voit aux côtés du Dalai Lama, et il s'investit pour le développement de l'Afrique, où il s'est promis de s'installer un jour. Mais avant, il y a cette campagne électorale, ce défi, ce parti démocrate qu'il a créé en refusant de s'allier avec la gauche radicale. Est-ce que vous êtes un candidat de gauche? Non, moi je suis un candidat de centre-gauche. On ne peut pas engager cette bataille avec une position idéologique ou de fracture entre les Italiens. Chaque jour, ses collaborateurs ont décortiqué les sondages. Entre 5 et 8 points de retard sur son rival, Silvio Berlusconi. Pour moi, c'est un homme d'une période qui va terminer. C'est un homme d'une Italie qui va finir. Sur quel thème va se gagner cette élection? Pour moi, sur la croissance et sur la lutte à la précarité. Social, mais pas socialiste, laïque, mais pas anticlérical, à 52 ans, Walter Veltroni peaufine son image modérée. Face à Silvio Berlusconi, qui se présente pour la 5e fois au poste de chef du gouvernement, Walter Veltroni souhaite incarner la relève de la classe politique italienne. Autre élection au Népal cette fois, où l'on votait pour une assemblée constituante. Eh bien, c'est le parti des anciens rebelles maoïstes qui serait largement en tête. L'enjeu pour une grande partie des 17 millions d'électeurs, transformer officiellement la monarchie en république, un processus en cours depuis quelques mois déjà. Je vous rappelle qu'au printemps 2006, la classe politique s'était alliée aux maoïstes dans des manifestations pour forcer le roi à renoncer à son pouvoir absolu. Direction l'Inde, maintenant à Bombay précisément. La capitale économique du pays est également depuis longtemps celle de la prostitution. Des jeunes filles qui sont généralement arrachées à leur village pour quelques centaines d'euros. L'argent qui est souvent très vite, pour elles, une source de difficulté. Comment conserver ce qu'elles gagnent, éviter le racket? Eh bien, la solution est venue, vous allez le voir, d'une banque. Reportage sur place, Arnaud Miguet et Fabrice Launay. Bombay la nuit. Elles sont plus de 5000 à faire ainsi le trottoir. Pour 50 roupies, l'équivalent d'1 euro, elles offrent leur charme à ces hommes. C'est le côté sombre de la capitale économique de l'Inde. Ce quartier de Kamatipura est à Bombay ce que Pigalle est à Paris, un haut lieu de la prostitution. Arrachées à leur village par des proxénètes pour 500 ou 2000 euros, certaines ne voient pas le jour, enfermées dans ces maisons closes. D'autres dans ces petites pièces qu'elles partagent souvent à 3 ou 4. Elles ont entre 16 ans et beaucoup plus. Ça fait 30 ans que je travaille ici. Mon village est loin. Je suis devenue prostituée quand mon mari est mort. Mais à Kamatipura, depuis quelque temps, l'espoir renaît pour beaucoup de ces femmes. Grâce à cet établissement, une banque pour prostituées.
Si j'allais dans une banque classique, on me demanderait une preuve de domicile ou un bulletin de salaire, mais on n'en a pas. Ici, on ne nous demande rien. Avant, j'avais toujours peur qu'on vole mes économies. Maintenant, je suis rassurée. Depuis sa création en juillet dernier, près de 2000 comptes ont été ouverts, certains avec seulement 20 centimes d'euros. On peut même faire des prêts. Mais le but de cette banque n'est pas uniquement de faire de l'argent. Elle a été créée avant tout pour lutter contre le sida. Maintenant, elles savent qu'elles ont cet argent en banque, donc elles peuvent plus facilement refuser les clients qui ne veulent pas mettre de préservatif. Elles ne dépendent plus de ces clients pour manger. À Kamatipura, une prostituée sur 2 est séropositive. L'Inde est l'un des pays les plus affectés au monde par le virus du sida. Le sport de ce week-end en attendant Paris-Roubaix, demain, du football et le premier match de la journée de Ligue 1 et le leader lyonnais tenu en échec. Le top 14, c'est du rugby, enfin du judo avec les Français qui tentent à l'occasion des championnats d'Europe de gagner leur billet pour Pékin. Nathanaël de Rinxin. À 3 mois des Jeux Olympiques, Lucie d'Écosse s'est offert une répétition générale. Sur le podium de Lisbonne en écoutant la Marseillaise et surtout sur les tatamis portugais en terrassant ses adversaires. En finale, la Française n'a fait qu'une bouchée de l'Allemande Molzahn, Hippon, après seulement 40 secondes de combat. Dans la catégorie des moins de 70 kilos, double championne d'Europe et championne du monde en titre, Gevri Zeman espérait bien triompher. Battue en demi-finale, la Française a dû se contenter d'une médaille de bronze. Cet après-midi, face à Rennes, Lyon en blanc pensait bien avoir fait le plus difficile en ouvrant le score dès la 16e minute grâce à cette tête de Chris. Patiemment, les Bretons ont attendu leur heure et les dernières secondes de la rencontre pour égaliser. Un but de Mbia qui permet aux Rennais d'occuper ce soir la 6e place du classement. Cet après-midi, devant son public, Perpignan a fait un pas supplémentaire vers les demi-finales du championnat. À l'issue d'une rencontre longtemps indécise, les Catalans ont pris le meilleur sur Castres, 20-18, une victoire qui leur permet de conforter leur 4e place au classement. C'est une des courses les plus célèbres du monde. De la tranchée d'Arambert au carrefour de l'Arbre, les coureurs engagés dans ce Paris-Roubaix ont profité des dernières heures avant le départ pour battre encore un peu le pavé et tester leur matériel. Vibrations, crevaisons, sensations fortes garanties, d'autant que demain, sur les routes de l'Empire du Nord, on attend de la pluie. Plus de doute, Alain Bernard pourra utiliser sa nouvelle combinaison dans toutes les compétitions, notamment au JO de Pékin. La Fédération internationale de natation a validé cette nouvelle tenue qui suscitait la polémique en raison de son influence supposée sur les performances des nageurs. Il faut reconnaître que plus de 20 records ont été battus en l'espace de 2 mois par des nageurs qui portaient cette fameuse combinaison. Les beaux jours vont arriver et les ventes de vélos continuent de grimper, plus 35% pour les vélos de ville. Les Français sont en train vraiment de l'adopter. Le Vélib et ses dérivés ont créé des vocations. Le point sur ce boom et un peu de nostalgie avec Nicolas Le Marinier et Antonin Broutard. Un pneu qui se dégonfle, un garde-boue mal vissé. Dans cette boutique parisienne aux allures rétro, on soigne tous les bobos de la petite reine. La clientèle, beaucoup d'habitués pour qui le vélo est le moyen de transport idéal. C'est plus pratique, c'est moins polluant et voilà. Les clients qui ont bon pied et bon œil ont remarqué du changement dans Paris. Tiens, rue de Vaugirard par exemple. On était nous seuls en vélo, ou peut-être un vélo qu'on croisait. Aujourd'hui, sur le parcours qui fait à peine un quart d'heure en vélo, on en rencontre entre 50 et 100. En 2007, les ventes de vélos de ville ont augmenté de 35%. Les citadins s'équipent à vitesse grand V. Il y a quelque chose qui se passe, oui. Puisque nous, on voit bien que les clients s'équipent contre la pluie, s'équipent contre le froid, s'équipent réellement. C'est-à-dire que c'est pas juste une utilisation pour un dimanche ou une après-midi, quoi. Longtemps, la bicyclette a été la petite reine des routes de province. Le Tour de France a contribué à la passion tricolore pour le vélo. Plus que jamais, la bicyclette mérite son surnom de petite reine. Mais en ville, la bicyclette c'était dangereux et même un peu ringard au royaume de la voiture triomphante. Il n'y avait guère que les policiers à vélo pour trouver ça pratique. Aujourd'hui, le deux roues est redevenu tendance dans les grandes villes. Pour les policiers parisiens, c'est un moyen d'intervention efficace et même un bon outil pour nouer le contact avec la population.
C'est vrai qu'on a pas mal de questions sur le matériel justement, sur le matériel qu'on a, sur le nombre de kilomètres qu'on fait, sur nos missions. À Paris, les vélos ont profité de l'effet Vélib et partout en France, la bicyclette maniable, écolo, économique s'est remise en selle. Cinéma avec ce soir 2 invités exceptionnels et cela grâce au 3e film en tant que réalisateur de George Clooney. Il a choisi cette fois une comédie romantique qui se déroule dans l'Amérique des années 20. Une journaliste enquête sur un joueur de football américain. Cette journaliste est Renée Zellweger. Mais avant de les retrouver, à quoi ressemble ce jeu de dupes avec Pascal Deschamps? George Clooney devant et derrière la caméra pour un film qui nous replonge dans l'histoire du football américain professionnel. Jeu de dupes, Leatherhead en anglais, littéralement tête de cuir, du nom du ravissant petit chapeau des joueurs dans les années 30. George Clooney n'hésite pas à malmener son image de playboy en endossant la tenue du capitaine d'une petite équipe fauchée qui loue les services d'un jeune joueur talentueux pour remonter la pente. Ajoutez à cela une journaliste ambitieuse aux allures de femme fatale et vous aurez le trio gagnant de cette comédie débridée. Tu l'as embrassé? Dis donc, espèce J'exige de savoir. Ouais, je l'ai embrassé 2 fois sur les lèvres et j'ai adoré. Oh, ah ouais, tant que ça. Ouais. Merci. Je vous en prie. Très bien, on va régler ça tout de suite. Ici ou dehors, tu choisis. Faites-lui son affaire. On a un match dans 5 jours. Quoi? Tu crois que tu vas me blesser, peut-être? Possible. Vous avez entendu ce qu'il a dit sur moi? Il est ivre mort. Moi, ivre mort? Froussard. Ah oui, il y a ta manche qui brûle. Ah ouais. Je suis exténué. George Clooney voulait rendre hommage aux comédies américaines des années 40 en retrouvant l'esthétique raffinée et les dialogues percutants. Capra ou Billy Wilder n'auraient pas rougi du résultat. Attention à mon genou droit. Et toi, à mon épaule gauche. Et le haut de ma cuisse droite est sensible. Tu ne me frapperais tout de même pas dans le dos. Jamais. Amène-toi, on s'en tient au visage. Après plusieurs films engagés comme acteur ou réalisateur, de Syriana à Michael Clayton, George Clooney s'offre une récré, avec ce film brillant et léger, dans lequel la presse et le sport professionnel en prennent tout de même un peu pour leur grade. Et avec nous donc les 2 héros du film. Bonsoir, merci d'être avec nous. Honneur aux dames, comme on dit en France. Bonsoir Renée Zellweger. Est-ce que vous pouvez nous dire les choses avec sincérité ce soir, puisqu'on est entre nous? Comment il est le George Clooney réalisateur? Dur? He's kind of a disaster, really. Oh, il est épouvantable. No, non, I'm a fan. Non. C'est un vrai Moi, directeur. je suis fanat. Oui. Well, he really shows up. And he's Oui, very oui, bossy. il sait s'imposer, hein. Il a de l'autorité, mais il y a longtemps que nous travaillons ensemble et moi je savais qu'il ferait un très bon film et je ne savais pas que ce serait avec tant de connaissances de tout le processus parce qu'il faut savoir beaucoup de choses. En même temps, il faut dominer énormément de sujets, surtout pour un film comme celui-ci. Et je crois que ça s'est bien passé, n'est-ce pas? Oui. Merci. Je prendrai cela en euros, s'il vous plaît. Alors, George Clooney, pourquoi ce choix de l'Amérique des années 20, de ce football américain qui naît, et de ce rapport entre le business qui arrive dans le football? Pourquoi ce choix? C'est un choix que vous avez depuis quelques années, je crois. Oui, enfin, disons qu'il y avait un scénario depuis quelques années sur lequel j'avais envie de travailler. Je venais de terminer un certain nombre de films comme Good Night and Good Luck, Syriana, bon. Et il y avait, c'était des films à thème, des films un peu politiques. Et là, je voulais un film avec un happy end, un film un peu plus léger, plus agréable, plus marrant essentiellement. Et si on est étiqueté dans les films politiques, c'est tout ce qu'on vous laisse faire, on est stéréotypé. Alors j'ai dit, je fais autre chose. Là, c'est une comédie romantique, on sait comment elle se termine, c'est toujours agréable. Et on voulait que le monde se termine mieux à la fin du film. Et c'était ça, une façon de le faire. Renée Zellweger, vous incarnez une journaliste qui a un scoop, qui détient un scoop et qui va finir par le diffuser. Comment il vous a présenté ce rôle de cette journaliste un petit peu séductrice? Il vous a présenté comment ce rôle? Vous savez, oui, un peu comme vous dites, il y a un petit peu de tout. Et c'est elle la meilleure, cette journaliste, elle est intelligente, elle est jolie, alors rassure-toi. Et puis après, il m'a montré quelques-unes des comédies loufoques qu'il aime beaucoup et on a essayé de s'inspirer de cela. Et il fallait que j'ai cette confiance et voilà, on s'est aidé l'un l'autre.
C'est vrai que c'est toujours utile de se comparer aux antérieurs et puis les imiter un petit peu, ça fait pas de mal. Alors Georges Clooney, c'est un métier qui vous aurait plu, journaliste justement. Je crois que vous avez commencé des études de journaliste, c'est de là que vous vient cette idée de... Alors, c'est vrai que j'ai fait des études de journalisme, mais c'était plutôt un hobby, je faisais ça quand j'étais étudiant. Et c'est pour ça que je suis devenu acteur également. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Cela étant, bon, c'est toujours en hommage à mon père ce que je fais, c'est-à-dire que même Good Night and Good Luck, c'est un hommage à la carrière de mon père et un hommage au respect que j'ai pour le journalisme. Mais là, c'était quelque chose de plus léger, de plus amusant. On parle de la façon dont on crée des héros. Moi, je trouve ça un peu inquiétant d'ailleurs. René Zellweger, est-ce que c'est dur de se détacher quand on fait ce métier des étiquettes? Vous avez été pendant des années Bridget Jones. Est-ce que c'est dur de se détacher de ces rôles qui sont très importants, très forts, qui vous ont rendu extrêmement connu dans le monde entier? Vous savez, je n'y pense plus vraiment, franchement. Ce personnage, c'était quelque chose dans ma vie. C'est vrai que cela m'a beaucoup influencé. Je ne le renie pas. Et je rencontre encore des personnes qui s'y réfèrent, mais cependant, je ne pense pas que je sois mise entièrement dans cette petite boîte. La boîte de Bridget Jones, je pense que c'était un très bon moment et que j'ai toutes sortes d'autres possibilités. J'en ai eu beaucoup, j'ai beaucoup d'autres rôles aussi. Il y en a d'autres qui ont dit tout le temps « What else ?» C'est effectivement une formule que vous devez entendre tout le temps en ce moment. Je voulais qu'on revienne sur effectivement votre engagement également. Georges Clooney, vous parliez de votre père il y a un instant, on vous a vu au Darfour, on vous a vu à l'ONU. Est-ce que cet engagement, vous avez été sur le terrain concrètement, est-ce que vous pensez que vous pouvez faire avancer le dossier? Est-ce que vous pouvez faire changer les choses ou faire prendre simplement conscience déjà au monde, et c'est déjà ça qui est important? Je ne pense pas que je puisse changer le monde. En tout cas, individuellement, on ne peut pas y arriver tout seul, mais ensemble, on peut faire bouger un petit peu. Ce que je peux faire seul, c'est mettre en quelque sorte l'éclairage sur des grands problèmes du monde et effectivement faire prendre conscience au monde de certaines réalités. Le monde est dur en ce moment. Le monde est dur. Vous savez qu'on voit toujours dans l'actualité des choses épouvantables et quelquefois l'actualité se perd parce qu'il y a toujours quelque chose qui vient remplacer les nouvelles, il y a toujours quelque chose d'autre. Il est difficile de rester concentré sur un seul et même dossier. Donc notre responsabilité, c'est de veiller à ce que ces choses restent d'actualité. Alors c'est l'une des questions du moment aux États-Unis, je suis obligé de vous la poser tout de même. Qui, selon vous, de Hillary Clinton, Barack Obama ou Monsieur John McCain, aura, on va dire, le regard le plus éclairé sur la planète dans les années à venir? Le regard le plus éclairé sur la planète. Moi, ce que je dirais, ce serait Brad Pitt, qui serait peut-être le mieux placé pour le job. Donc, cela étant, ça fait des années que j'appuie Barack Obama. Je suis un fan, vraiment. Je crois que c'est une personnalité extraordinaire c'est un phénomène assez rare dans l'histoire politique et je crois que son timing est excellent. Il vient en bon moment. Moi, je suis ami avec John McCain. Je ne suis pas d'accord avec lui politiquement. Je suis également copain avec Hillary. Je crois que c'est une bonne candidate, mais j'appuie plutôt Barack. Merci beaucoup à tous les deux. Et on verra bien évidemment Jeu de dupes, c'est donc à partir du mercredi 23 avril sur tous les écrans. Merci. Merci. Voilà, interview réalisée hier soir dans ce studio. De la musique maintenant avec un héros plutôt discret. Moby a su imposer son style depuis plusieurs années déjà. Voici son 8e album, il s'appelle Last Night et Olivier Lenuzza et Grégory Brault ont pu rencontrer son auteur à Manhattan pour un concert devant quelques fans privilégiés. New York, Chinatown, le quartier chinois. C'est ici que l'un des artistes les plus connus au monde aime flâner. Un petit homme à l'allure débonnaire, un grand timide qui un beau jour de 1999 sort de sa boîte et conquiert le monde avec cette musique. Moby, star un peu malgré lui. Ici, personne ne fait attention à moi. C'est l'endroit idéal pour se perdre. Il a passé 10 ans à faire le DJ dans les boîtes de New York. Aujourd'hui, Moby revient à ses premières amours, ses racines, et signe un album très dance. Un disque maison au sens propre, fabriqué dans son appartement de 70 mètres carrés en plein cœur de Manhattan.
Voilà mon studio. En ce moment, c'est le désordre. Regardez cet appareil. Imaginez comment on l'utilisait. J'aime l'histoire des instruments. Comment, au milieu des années 60, on jouait avec ça dans un bar ou un hôtel. Le jour va bientôt tomber. Moby a rendez-vous à 10 minutes de chez lui pour un événement. La soirée lancement de son 8e album. Cela va se passer non pas dans un stade, mais dans un petit club. Si quelqu'un me demande, préférez-vous jouer devant 20 000 personnes comme à Bercy ou dans un bar d'un quartier de New York devant 100 personnes? Je réponds sans aucun doute, le petit bar et les 100 personnes. Là-bas, vous pouvez voir, parler avec le public. 2 heures à mixer. Caché derrière ses platines et sa musique comme dans les années 80, comme au bon vieux temps, quand Moby n'avait pas encore vendu 17 millions d'albums. Avant de terminer le journal, on vient d'apprendre ce soir qu'une bombe aurait explosé en Iran, dans une mosquée. L'agence de presse iranienne parle de plusieurs victimes. La dépêche parle d'un attentat qui se serait déroulé dans une mosquée de Shiraz, dans le sud du pays. Et avant de se quitter, je vous rappelle l'une des principales informations du jour. L'inquiétude autour de l'état de santé à la Martinique du poète Aimé Césaire, âgé de 94 ans. Il est toujours ce soir hospitalisé dans un état préoccupant à Fort-de-France. Voilà pour l'actualité de ce samedi. Dans un instant, la météo. Isabelle Martinet, 20h50, Patrick Sébastien et son plus grand cabaret du monde. Puis Laurent Ruquier pour On n'est pas couché. On se retrouve demain pour l'information. L'invité politique du dimanche 13h sera Daniel Cohn-Bendit. À 20h, Nathalie Baye. Passez une très belle soirée. L'info continue, c'est aussi sur France2.fr.